les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Ombline de Ternay. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Et en faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à notre magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Au soir du XIIIe siècle, le roi Louis IX, mort en 1270, est canonisé par le pape Boniface VIII. Et dans son sermon de canonisation, le 6 août 1297, le pape évoque un souverain ayant installé très souvent son lit de justice à même la terre sur un tapis. La justice a-t-elle donc réellement été rendue à l'ombre d'un chêne par Saint Louis ? Marie Dejoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste des enquêtes de Saint Louis, sur lesquelles vous avez publié votre thèse d'ailleurs, et vous êtes actuellement maître de conférences en histoire médiévale à la Sorbonne, et vous venez de publier un ouvrage collectif qui s'intitule « La justice de Saint Louis dans l'ombre du chêne » aux presses universitaires de France. Alors, d'où nous vient cette image de Saint Louis à l'ombre d'un chêne, et pourquoi en avoir fait un point de départ pour étudier la justice de Saint Louis ? Eh bien, vous avez mentionné tout d'abord, je vais répondre à votre question, mais je fais un léger détour qui a son importance, c'est que cet ouvrage est un ouvrage collectif et il a été écrit à 4, ce qui est très rare en fait pour des monographies qui sont souvent l'œuvre d'un seul historien. Et ici donc, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer le travail également de Pierre-Anne Forcadé, Vincent Martin et Lim Tuttle, qui sont les co-auteurs, qui sont historiens du droit, et moi je suis historienne, comme vous l'avez présenté. Donc tout ce que je vais dire, nous l'avons écrit à 4, et c'est important de le signaler. Alors retournons sur le chêne, puisque nous commençons cet entretien par cette image d'Épinal qui est forte dans l'inconscient français. Saint Louis a-t-il rendu la justice sous le chêne ? Bonne question. On ne connaît cette anecdote que par un seul historiographe, on pourrait même dire hagiographe, puisque tout cela est lié à la canonisation de Saint Louis. Joinville qui était un compagnon de la croisade de Louis IX et qui, sur la demande de l'épouse de Philippe IV le Bel, après la canonisation de Saint Louis, a décidé d'écrire une vie de Saint Louis. Et il est le seul à faire mention de cette célèbre anecdote, Saint Louis rendant la justice sous son chêne à Vincennes. Alors, le chêne, c'est totalement un lieu de justice au Moyen-Âge. Donc les médiévaux, cette image ne les aurait pas véritablement surprises, puisque jusqu'au XVIIe siècle, on rend la justice sous des ormes. Mais ce qui, ici, est particulièrement incongru, c'est le fait que le justicier soit assis, comme vous l'avez précisé, sur le sol. Parce que Joinville fait un pendant dans le petit exemplum, la petite anecdote qu'il raconte. C'est celui des jardins de Paris. C'est-à-dire que il s'installait aussi au jardin de Paris, sur des tapis avec toute sa cour. Donc le roi, en majesté sous son trône, rendant la justice, il faut revoir ici cette image. Joinville essaie de casser cette image pour montrer l'humilité de ce justicier qui était assis sur le sol. Et en effet, le pape Boniface, au moment de la canonisation de Saint Louis, va insister sur le fait qu'il installait son lit de justice sur le sol. Donc cette image, c'est une anecdote qu'on ne trouve que sous la plume de Joinville, mais qui va prendre un essor phénoménal à partir du règne de Louis XIV. Notamment, on avait prévu un projet iconographique pour le Dôme des Invalides qui avait été confié à Lebrun, qui est la première représentation figurée, iconographique de Saint Louis sous son chêne. Et on a un premier contresens total, majeur, sur lequel on continue à vivre, c'est que Saint Louis est bien sous son chêne, mais il est installé en majesté sur un trône, et non plus au sol.
Ce qui est problématique puisque on ne voit plus le roi d'humilité ici, mais la justice souveraine du roi, certes rendue sous un chêne, mais le chêne peut aussi, dans ses figurations, représenter le dais de justice, donc, si vous voulez, le prolongement du trône. Et puis cette image, elle se développe énormément à partir, bien entendu, du 19e siècle, où les royalistes comme les républicains, qui sont en lutte les uns avec les autres, vont prendre la justice de Saint-Louis comme la marque du bon gouvernement, un bon gouvernement royal, mais aussi un gouvernement républicain. Et c'est à ce moment-là que l'image entre dans les manuels d'instruction morale, civique et historique et est promue à ce formidable avenir. Mais c'est pour cela qu'on a intitulé le livre « La justice de Saint-Louis dans l'ombre du chêne », c'est que cette justice fait penser que la justice est au XIIIe siècle un élément naturel, organique, alors qu'en fait, elle est une conquête, précisément, à cette époque. C'est ce que nous essayons de montrer dans le livre. Et puis aussi que cette justice serait déjà souveraine, alors que la construction, la souveraineté de la justice royale, c'est-à-dire la supériorité de la justice royale vis-à-vis de toutes les autres justices du temps, elle est en acte à ce moment-là. Alors justement, si on en revient vraiment à l'époque de Saint-Louis, quels sont les fondements historiques, idéologiques et symboliques sur lesquels Saint-Louis s'appuie pour fonder sa légitimité juridique? Dans ce livre, on a essayé véritablement de faire une œuvre de synthèse sur la justice de Saint-Louis, donc sur sa pratique essentiellement, mais également sur sa théorie. Essayer de savoir qu'est-ce qui était neuf et qu'est-ce qui, au contraire, était hérité. Concernant l'idéologie, on peut véritablement parler d'héritage, comme Saint-Louis, dans la nécropole de Saint-Denis, va essayer de réorganiser toutes les tombes pour montrer que les Capétiens sont les successeurs des Carolingiens. Ici, on a finalement une conception de la justice et du ministère royal qui est très carolingien, c'est-à-dire que le souverain a un débitum, c'est-à-dire un devoir de justice, mais aussi une dette de justice envers ses sujets, qu'il contracte au moment du sacre, où il s'engage, il jure, promet, devant les barons et devant l'Église, qu'il défendra la justice et qu'il donc soutiendra les opprimés contre les oppresseurs. Donc là, il n'y a pas véritablement d'innovation. On est véritablement dans quelque chose de très carolingien. Le roi est essentiellement un justicier. Cela fait partie de son ministère et des devoirs qu'il doit rendre à son peuple. Et donc, oui, il s'appuie sur notamment les symboles du sacre. Peut-être que vous pouvez détailler en quelques mots. Exactement. Donc, lors du sacre, le roi prononce un certain nombre d'engagements, de paroles, mais on lui remet aussi un certain nombre d'objets, comme le sceptre et ce que l'on appellera bientôt la main de justice. Et d'ailleurs, c'est pour cela que sur la couverture de l'ouvrage, nous avons décidé non pas de placer le chêne, puisque, je l'ai dit, c'est une représentation qui n'est pas véritablement médiévale, qui est héritée par la suite, mais on a décidé de mettre Saint-Louis avec cette main de justice, car elle devient à cette époque-là une des représentations du pouvoir de juger auquel s'engage le roi lors du sacre. Quelle personnalité ont pu aider Saint-Louis à concevoir sa vision de la justice qu'il a souhaité ensuite appliquer tout au long de son règne? Alors théoriquement, on a parlé des ordines du sacre, qui sont ces textes qui fixent le déroulement du sacre, qui sont hérités des Carolingiens. Bien entendu, il a pu s'appuyer sur la pratique de ses prédécesseurs. On ne peut pas laisser dans l'ombre l'héritage, par exemple, de Philippe Auguste, qui est important sur le point judiciaire. On parle souvent de Philippe Auguste, celui qui a augmenté le domaine royal, mais en termes de justice également, il s'appuie sur un héritage de ses prédécesseurs. Et puis sur un plan plus théorique, Saint-Louis a reçu plusieurs miroirs aux princes, qui sont des manuels de bon gouvernement, notamment de la part de Guibert de Tournai et de Vincent de Beauvais, qui étaient deux membres des ordres mendiants, et qui ont défini ce ministère royal, ce ministère de la justice, cet office de justice, et qui ont aidé le roi finalement à légitimer la supériorité de cette justice royale.
Dans le contexte de l'élargissement du pouvoir royal, qu'est-ce que le roi met en place pour que la justice touche chacun de ces sujets ? Ce qui est important de rappeler, c'est que la justice n'est pas un monopole royal à l'époque. Il faut imaginer qu'il y a autant de justiciers qu'il y a de seigneurs et que l'Église aussi, les villes possèdent véritablement une juridiction, un pouvoir de justice. Donc la justice royale n'est en ce mi-temps du XIIIe siècle qu'une justice parmi les autres à laquelle les sujets peuvent s'adresser. Et finalement, tout le mouvement du règne de Louis IX, c'est de partir d'une certaine manière à la conquête, à la rencontre de ces justiciables pour les convaincre que la justice royale est plus performante, c'est-à-dire plus équitable, plus professionnelle, mieux rendue, plus juste, en somme. Et pour ce faire, on a 2 processus qui sont en acte. Un qui serait la justice ordinaire, qui se déploie précisément parce que, vous l'avez rappelé, le domaine royal s'est considérablement accru au cours de la fin du XIIe siècle et jusqu'au XIIIe siècle, avec Philippe Auguste, mais également Louis VIII, le père de Saint-Louis. Désormais, la Normandie fait partie du domaine royal, une partie du Languedoc, l'Artois. Donc on a un domaine royal qui a décuplé en taille en l'espace d'un tout petit d'un demi-siècle. Donc, bien entendu, Louis IX a installé des officiers qui sont chargés de le représenter sur place, notamment les baillis et les sénéchaux qui avaient été créés par Philippe Auguste et qui progressivement vont s'enraciner au sein de circonscriptions et dont les pouvoirs sont des pouvoirs militaires, politiques, mais aussi des pouvoirs de justice. Ils doivent rendre justice dans leurs assises. Et on observe que ces officiers vont se rendre disponibles, vont empiéter également sur les juridictions des autres seigneurs, en jugeant tout type de litiges, y compris des litiges qui pourraient ne pas les concerner. Donc véritablement, ils essayent de juger tout ce qui peut être jugé sur place pour montrer que la justice royale est là. Et puis dans un autre mouvement, là ce serait une justice, si vous voulez, un cadre plus ordinaire, il y a aussi la spécificité, ou en tout cas une des grandes innovations du règne de Louis IX, ce sont les enquêtes qui ont été l'objet de ma thèse. Donc on est dans un cadre d'une justice plus extraordinaire, puisqu'elle est confiée à des enquêteurs qui sont chargés de parcourir l'entièreté du domaine royal, voire qui débordent sur le royaume, dans les apanages des frères de Saint-Louis, pour restituer les biens mal acquis par Saint-Louis, et donc pour réparer un certain nombre d'exactions commis par ces mêmes officiers dont je parlais à l'instant. Et donc, cette fois-ci, c'est d'une certaine manière les juges, ces enquêteurs sont le prolongement du corps du roi, rendent la justice à sa place et donc diffusent en profondeur, par l'exemple, l'image de la justice royale. Et notamment, cette fois-ci, on est dans une justice qui fonctionne par le biais d'une procédure qu'on appelle l'enquête, c'est-à-dire qu'on vient démontrer son fait en produisant des témoins qui viennent confirmer que ce que l'on dit est vrai. Donc on oublie le duel judiciaire, qui du coup est bien entendu réservé aux classes supérieures de la société, aux milites, et on oublie aussi les jugements type ordalique qui, cette fois-ci, peuvent dissuader les justiciables d'y recourir. Pensons au jugement de par l'eau ou la main dans le feu. Il faut vraiment avoir épuisé tous les compromis avant de recourir à ce genre de choses-là. Et bien, cette fois-ci, dans ces enquêtes, il suffit de prouver par 2 témoins que l'on a raison pour peut-être obtenir de la part du roi restitution des biens mal acquis par lui ou par ses officiers. Donc véritablement, c'est une démonstration que la justice royale est équitable, et puis c'est un tour de force puisqu'on habitue les administrés du royaume finalement des sujets qui, pour l'heure, ne se reconnaissent pas nécessairement comme tels. Les Languedociens sont très très loin d'avoir adopté le pouvoir royal capétien à cette époque-là. On leur permet de venir porter plainte
contre le pouvoir royal lui-même. Donc, d'une certaine manière, il y a une manière de convaincre les sujets d'en appeler à la justice royale, et puis il y a une forme de mise en acte des principes que l'on voudrait démontrer comme étant des principes équitables. Donc, véritablement, ces enquêtes, elles sont pour la première fois diligentées à un niveau, au niveau de toutes les terres du roi. C'est vraiment une démonstration magistrale de ce que Louis IX entend faire de la justice. Oui, alors, est-ce qu'on peut faire la comparaison avec les missi dominici, ou alors est-ce que finalement c'est un progrès technique qui fait que on est sur une innovation en matière de justice? Alors, bien entendu, la figure des missi dominici, même si elle n'est jamais rappelée directement par Saint-Louis, reste sans doute présente dans les mémoires. Simplement, la spécificité de ces enquêtes, et qui les distingue essentiellement des missi dominici, c'est leur dimension pénitentielle, puisqu'en fait, il s'agit de réparer des exactions, donc de trancher des myriades de litiges, mais ces litiges ne peuvent pas porter sur tout et n'importe quoi. On ne peut pas se plaindre, par exemple, de la violence infligée par l'officier. On est là pour venir réclamer des biens mal acquis. Et ça rejoint, en fait, une théorie qui, à l'époque, est très en vogue dans l'Église, notamment dans les milieux des frères mendiants qui entourent le roi Saint-Louis, qui est la restitution des male ablata, la restitution des biens mal acquis, qui est un préalable exigé aux chrétiens pour pouvoir obtenir le salut de son âme. Donc, avant de partir à la croisade, Louis IX doit, d'une certaine manière, partir la conscience tranquille, et ses confesseurs lui demandent de restituer ses biens mal acquis, et lui, il le fait à l'échelle de tout le royaume. Donc, cette dimension pénitentielle, de même que le personnel à qui est confiée ces missions, on est essentiellement sur des ecclésiastiques, et notamment à 50% avec des frères mendiants, montre véritablement une singularité et quelque chose, en fait, de très particulier, et qui correspond bien à la manière de gouverner de Louis IX, qui est ce gouvernement rédempteur qui doit faire le salut du roi, mais aussi le salut de son peuple, y compris contre le gré de celui-ci parfois. Et alors, si le roi veut faire le salut de son peuple, est-ce qu'il arrive finalement à donner un accès à la justice égal pour tous ces sujets, ou bien est-ce que c'est plus compliqué dans la réalité ? Alors, dans le cas des enquêtes de réparation, j'avais fait la sociologie des déposants, et le constat était que on avait véritablement élargi le spectre de ceux qui avaient accès coutumièrement en justice, notamment parce que les enquêteurs se déplacent, vont sur place, vont à la rencontre véritablement des justiciables, et puis aussi parce que on recourt à ce moment-là à une procédure sommaire qui permet de couper certains éléments de la procédure civile, de s'en dispenser, et notamment de recourir à des avocats qui sont véritablement très coûteux pour la population. Donc véritablement là, il y a un recours qui est suscité de la part du pouvoir royal à la justice, qui est facilité géographiquement, qui est facilité socialement, même si, in fine, les pauvres économiques, dirions-nous, c'est-à-dire non pas les dominés, parce que chez les médiévaux, pauperes, l'inverse de pauper, pauvre, c'est potens, puissant. Donc, bien entendu, on va à la rencontre des pauperes, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas puissants, mais pas nécessairement des plus pauvres, puisque dans la société médiévale, véritablement, les miséreux, les marginaux, les vagabonds n'ont pas véritablement une parole qui fait foi. Ils n'ont pas une bonne fama, une bonne réputation qui peut gager de leur parole. Donc ici, véritablement, il y a cet élargissement du spectre. Mais si on se place dans l'autre institution, qui est quand même la grande institution qui a été forgée sous le règne de Louis IX, à savoir le Parlement, qui, lui, reçoit également, dans un premier temps, comme les enquêteurs de Louis IX, finalement, des plaintes qui portent sur les officiers, des litiges qui concernent le roi, qui progressivement va devenir une cour d'appel, c'est-à-dire qu'on pourra en appeler du jugement d'autres juges du royaume,
Là, vous voyez la supériorité, la souveraineté en construction à partir du moment où le Parlement de Paris devient une cour d'appel. Ici, Pierre-Anne Forcadell, notamment, a montré que il n'y a pas véritablement de personnes non plus qui sont exclues de la cour de Parlement par principe. Par exemple, dans le livre, on est parti des individus dont on pensait qu'ils avaient la capacité judiciaire la moins forte, donc les juifs, les femmes, les serfs, pour voir si on les trouvait à la cour du Parlement, et on les trouve. Alors, pour les serfs et les juifs, on les trouve comme finalement objets de litige, c'est-à-dire des seigneurs qui vont se disputer les droits qu'ils ont sur certains serfs, certains juifs, mais on les voit aussi acteurs. On les voit plaider au Parlement, on les voit saisir le Parlement, on les voit attaquer au Parlement. Et de même pour les femmes, si les femmes sont généralement peu présentes en tant que témoins en justice, parce que leur parole vaut bien entendu à cette époque-là moins que celle d'un homme, on les voit en revanche presque jusqu'à un quart des gens qui agissent au Parlement sont des femmes. Donc ça est loin d'être anecdotique. Et on les voit autant comme défendresses, mais encore plus, c'est-à-dire venues se défendre d'une accusation, que comme porteuses de l'accusation. Donc ce qui est intéressant, c'est que véritablement, le règne de Louis IX est une entreprise finalement d'ouverture tout azimut de la justice. Au Parlement, il n'y a pas des types d'affaires qui vont être refusés, mais non plus des types de personnes. Alors, encore une fois, sans doute pas les pauvres diables et les miséreux, mais sinon, il n'y a pas de principe d'éviction dans certaines catégories sociales. Précisément parce que Louis IX, c'est le roi qui essaye d'attirer les justiciables vers ses tribunaux et vers sa cour. D'ailleurs, c'est un tel succès que dès les années 1260-1270, le Parlement est totalement saturé. C'est-à-dire, il a réussi ce qu'il entendait faire. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à attirer vers la cour de Parlement des milliers de justiciables qui tantôt viennent attaquer le jugement qui a été rendu par un seigneur, tantôt porter leur cause. Donc, il y a véritablement ici une réussite. Et donc, là, vous avez ce regard par rapport aux sources, finalement, c'est les sources qui vous indiquent toutes ces requêtes et ces demandes auprès du Parlement. Alors, en détail, qu'est-ce qu'on peut observer comme source pour avoir toutes ces indications? Alors, ce qui est intéressant, c'est que et ça c'est propre en fait au règne de Saint-Louis, c'est que Saint-Louis c'est le roi qui a été canonisé, donc d'une certaine manière on a l'historien un cadeau fantastique, c'est-à-dire que plusieurs individus ont essayé de faire canoniser le roi et pour cela on produit des vitae, des vies hagiographiques pour justement promouvoir ou consolider la canonisation de leurs héros. Et parmi elles, Joinville, on en a parlé avec la fameuse anecdote du chêne. Et ce qui est intéressant, c'est alors même que le Parlement, c'est vraiment une institution séculaire. On continue à figurer dans notre imaginaire Saint-Louis sous son chêne plutôt que président de son Parlement, alors que les sources étaient là. Les sources étaient là, mais les sources, elles sont arides. Elles sont à la fois arides et elles sont à la fois pléthoriques. Donc, par exemple, pour le Parlement de Paris, on conserve des registres qu'on appelle les olimes. Et ces registres, pendant longtemps, on a pensé que c'était les registres de greffe du Parlement, c'est-à-dire qui enregistraient les unes après les autres les décisions rendues par le roi en son Parlement et par le Parlement. En fait, il s'agit plutôt d'une sélection d'affaires par l'un des juges du Parlement qui s'est finalement fait une compilation d'affaires qui lui semblaient intéressantes sans qu'on sache véritablement d'ailleurs comment il les a sélectionnées. Mais il n'empêche que nous conservons des centaines, des milliers de cas qui ont été exposés au Parlement. Alors, on n'a pas toute l'affaire, on n'a pas, des fois on n'a pas du tout la sentence, on n'a que la trace de l'enquête, etc., etc. Donc c'est des affaires qui souvent sont tronquées,
mais qui permettent quand même véritablement de rentrer dans l'exercice concret de la justice. Et ces sources, elles ont été éditées très précocement, dès le 19e, mais peu analysées parce que, justement, tronquées, pléthoriques. Donc il a fallu aussi attendre que les historiens aient recours à l'informatique pour, par exemple, faire des bases de données qui permettent de faire des comptages et de pouvoir les aborder. Et puis, de manière identique, pour le cas des enquêtes de Saint-Louis, elles ont été éditées dès le début du XIXe siècle, notamment dans la collection qui était censée être la rivale des Monumenta Gerbani Historica, c'est-à-dire la grande œuvre d'érudition allemande, les recueils des historiens des Gaules et de la France. Eh bien, elles ont été éditées, puis plus rien d'une certaine manière, c'est-à-dire que on ne s'est pas attelé à essayer de dépouiller les dizaines, alors, on conserve à peu près 10 000 plaintes et réponses d'hommes et de femmes du XIIIe siècle recueillis à l'occasion de ces enquêtes. Donc pareil, même problème, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait une forme de monumentalisation, les premiers registres du Parlement, les grandes enquêtes de Saint-Louis, qui faisaient que un monument, on le révère, on le démonte pas, on pierre à pierre. Et puis de l'autre, il y avait aussi cette impossibilité technique, que fait-on de sources qui sont aussi pléthoriques, sans être forcément tout à fait sérielles non plus. Donc voilà, c'était un petit peu le pari qui a été relevé par certains historiens, moi, ou Pierre-Anne Forcadé, ou Lim Tuttle pendant leur thèse, qui ont dépouillé ces Olim ou les enquêtes de réparation pour ma part. Et alors, est-ce que on a des traces dans certaines sources qui nous montrent des oppositions à cette mainmise finalement de plus en plus importante du pouvoir royal en matière de justice? Certaines situations d'opposition des aristocrates. Alors, une affaire qui est particulièrement célèbre, c'est l'affaire Enguerrand de Coucy. Donc, Enguerrand de Coucy aurait pendu 3 jeunes gens. Et le roi, à son tour, l'avait menacé de pendaison. Donc, les hagiographes montent cette affaire en épingle pour montrer une sorte de Dominique Barthélemy parle de canicule politique au moment de cette affaire, où le roi va très loin puisqu'il va jusqu'à demander la tête de son baron. En fait, on a retravaillé cette affaire en montrant que finalement Louis IX, Comus n'est pas capable de condamner à mort Enguerrand de Coucy à ce moment-là, parce qu'il y a une véritable fronde dans le milieu baronial, parce que on a recouru justement contre Enguerrand de Coucy à l'enquête. C'est-à-dire qu'on a enquêté sur les faits. Et bien entendu, le roi est licite à enquêter sur les faits, à se saisir de l'enquête sur les faits, mais ce qu'il n'avait pas le droit de faire, c'est de punir dans sa chair un individu qui n'avait pas consenti à l'enquête. Donc à ce moment-là, Louis IX essaye d'aller trop loin. Il essaye de voir s'il peut aller jusqu'à punir par l'enquête de mort un baron. Et il est obligé de reculer, donc Enguerrand de Coucy est quand même puni de manière sévère, il doit verser plusieurs milliers de livres et partir faire un pèlerinage en Terre Sainte. Mais on voit que le roi ne peut pas en la matière aller non plus trop loin. Il est obligé de faire aussi avec ses justices seigneuriales, et d'ailleurs à aucun moment il n'entend remettre en question la capacité des autres juges à rendre justice. À aucun moment, il essaye d'empêcher les autres juridictions seigneuriales, les juridictions urbaines, les juridictions ecclésiastiques de fonctionner. En revanche, il pose comme étalon la justice royale, ses règles, son mode de fonctionnement, et ensuite, ces règles, cet étalon posé, il s'immisce pour aller justement vérifier que les juges rendent sur place bien justice, permettent l'appel à son Parlement pour casser certaines sentences, valident certaines décisions qui ont été prises dans ses cours, et puis de temps en temps cassent carrément des décisions parce qu'elles ne sont pas conformes au droit. Donc il laisse bien entendu les autres juges juger. Il n'est à aucun moment question de leur ôter leur droit de justice, mais on a une velléité quand même d'encadrer et de diriger la justice royale en étalon pour toutes les autres justices. Et alors justement, puisque votre ouvrage
porte pour titre « La justice de Saint-Louis » et non pas la justice sous Saint-Louis. Quelle est finalement la compétence royale en matière de justice précisément ? Saint-Louis donc rend encore, notamment son parlement, directement des jugements et des sentences. Par la suite, ce sera plus le cas. Je vous dis qu'à partir des années 1260-1270, le Parlement est débordé et il ne peut plus siéger à chaque cour de Parlement et diriger chaque cour de Parlement. Mais justement, l'image de ce Saint-Louis sous ce chêne, qui est finalement, je l'ai dit, monté en épingle à partir du règne de Louis XIV, trahit justement une forme d'éloignement du roi et de la justice directe. Donc d'un seul coup, on reprend cette image en disant le bon temps du roi Saint-Louis où le roi jugeait de manière directe. Donc Louis IX rend la justice de manière directe quand il en a l'occasion, notamment parce que sa cour est itinérante. Donc dans les lieux où il se rend, il tranche de manière également directe des litiges, en son parlement aussi. On le voit dans certains cas s'opposer à ses conseillers, être soit beaucoup trop gracieux ou au contraire beaucoup trop sévère dans les cas qui lui sont exposés. Et puis, bien entendu, il délègue, ou en tout cas, il demande à d'autres individus de rendre la justice en son nom, puisque la justice devient de plus en plus complexe, devient de plus en plus professionnelle, justement pour montrer que cette justice est supérieure aux autres. On montre à quel point elle devient raffinée, subtile, exigeante, et bien entendu que Louis IX n'a pas les connaissances en droit nécessaires. Donc il est entouré de juristes. On dit souvent que c'est Philippe le Bel qui va être entouré de légistes et que à ce moment-là, véritablement, les légistes vont prendre le pouvoir à la cour du roi ou en tout cas vont influencer le roi. En fait, simplement, à la cour de Louis IX, ils sont déjà là, mais ils sont formés plutôt à l'université d'Orléans, alors que les grands juristes qui vont entourer Philippe le Bel viendront plutôt du sud de la France et du Languedoc. Donc, ils ont une autre formation juridique, mais le roi est véritablement également, Saint-Louis est entouré de juristes qui rendent ses arrêts, notamment dans la célèbre scène du chêne de Vincennes. Il est fait mention de deux d'entre eux qui en fait vont véritablement traiter l'affaire sous cet aspect juridique à sa place. Et alors, quels crimes ou délits font l'objet d'une répression pénale particulièrement sévère ? Et selon quelle justification idéologique au XIIIe siècle ? Alors bien entendu, les mêmes, j'allais dire que auparavant, les crimes de sang, les vols, enfin toute la justice à laquelle on pourrait penser, la justice qu'on appellerait aujourd'hui pénale. Mais ce qui nous a intéressé, c'est de montrer qu'il y a également des chevaux de bataille qui se dessinent sous Louis IX. Notamment dans la législation. Donc la justice, c'est aussi là pour faire appliquer la législation prise par le roi. Et on s'est notamment intéressé à la grande croisade, on pourrait dire, c'est un pas jeu de mots, intérieure de Louis IX, qui est celle qu'il mène contre les hérétiques, celle qu'il mène contre les usuriers juifs, celle qu'il mène contre les blasphémateurs, c'est-à-dire tous ceux qui rompent une sorte d'ordre moral, un ordre également le salut du royaume. Et on voit Louis IX très actif en termes de législation sur ces domaines-là. Et puis il y a aussi un autre véritable champ que Louis IX essaye de découper, de litiges qui sont finalement définis comme tels à l'époque. C'est la fractio pacis, c'est-à-dire l'infraction de la paix. C'est-à-dire que celle-ci devient également quelque chose qu'il faut punir. C'est-à-dire qu'il y a des guerres rénicoles qui sont bien entendu menées par les seigneurs dans le royaume. Et Louis IX essaye de faire prévaloir l'idée que la guerre est également une forme d'infraction, de fractio de la paix, d'infraction à la paix. Essaye également d'interdire le port d'armes dans son royaume.
et essaye tout bonnement de privilégier à la voie des armes la voie de cour, c'est-à-dire de régler les litiges au sein d'une cour de justice plutôt que par les armes. Donc tout cela derrière, il y a cette idée de mettre en ordre la société, un ordre chrétien, un ordre qui permet d'assurer le salut des sujets, mais aussi leur sécurité. Et en cela, véritablement, le règne de Louis IX est central. Et donc, est-ce qu'on peut dire que finalement la justice est un moyen utilisé par Saint Louis pour justement établir cet ordre chrétien et également peut-être pour accroître le pouvoir de la dynastie capétienne? Oui, alors la justice est véritablement un élément central de la construction étatique capétienne à cette époque-là. Jean-Philippe Genet avait monté un grand programme sur la genèse de l'État moderne, qui en fait correspondait plutôt au XIVe siècle, où il montrait que à partir du moment où le roi pouvait lever l'impôt et pouvait recruter ses troupes, on pouvait parler d'État moderne, la guerre et l'impôt. Et ce qu'essaye de montrer ce livre, c'est qu'il y a aussi une troisième voie, c'est la justice. Mais pas une justice comme on a pu le démontrer auparavant avec une forme d'affirmation frontale de la justice royale qui combattrait finalement les autres juridictions du royaume et qui tenterait de d'imposer ses cadres aux autres justices. Ici, on a essayé de montrer que cela part aussi ce qu'on pourrait appeler une forme de logique top-down. Il y a de la concurrence entre les différentes justices et d'une certaine manière, la justice royale à ce moment-là essaie de casser la concurrence en montrant qu'elle est plus équitable, plus abordable, moins chère, pour que finalement les justiciables en appellent plutôt à elle qu'à d'autres justices. Et en cela, il y avait véritablement une logique de domination, mais il y a une logique finalement de conviction. On essaye de faire venir au roi les justiciables, de les convaincre, de les satisfaire, pour ensuite, bien entendu, pouvoir ériger la justice royale comme souveraine. Et c'est la fin du livre, c'est la conclusion du livre, où on arrive enfin à cette souveraineté royale. La souveraineté, et ça c'est également quelque chose qui est très intéressant et très important à comprendre, ce terme dont on fait beaucoup usage pour définir le pouvoir royal, la souveraineté royale, en fait, il émerge en français sous le règne de Louis IX, et systématiquement pour parler du pouvoir de justice. Non pas le reste, pas les autres types de pouvoir, la justice du roi. C'est cette justice qui est souveraine, c'est-à-dire, en latin, on aurait dit superior, superioritas, supérieur aux autres. Et cette supériorité, elle se forge aussi parce que on a convaincu les sujets qu'elle l'était. Donc, qu'il y a la légitimité naturelle due au sacre, qui permet de montrer que théoriquement, elle est supérieure aux autres, mais en pratique aussi, elle est supérieure parce qu'on y fait de plus en plus appel et que le roi peut même casser des décisions qui sont rendues par d'autres tribunaux. Et donc finalement, concrètement, comment se passe par exemple une procédure d'instruction criminelle sous Saint-Louis? Comment est-ce que quelqu'un qui veut se plaindre procède et à qui s'adresse-t-il? Alors, il y a la grande manière en fait de pouvoir se saisir de la justice jusqu'à avant justement cette fin du XIIe siècle pour le règne de Philippe Auguste et le XIIIe siècle, c'est ce qu'on appelait la procédure accusatoire. Il fallait qu'une accusation formelle soit lancée, c'est-à-dire que admettons que je vous ai assassiné, il aurait fallu que vos parents m'accusent formellement de vous avoir tué. Et ce faisant, ils s'exposaient en cas d'échec à démontrer leurs faits, eux-mêmes à la peine à laquelle ils m'exposaient, la rétroversion de la peine, ça s'appelle, donc à la peine de mort. Donc ça pouvait être relativement dissuasif et du coup, la procédure accusatoire est un des modes de saisine qui perdure. Mais il y a un deuxième mode de saisine qui, justement, émerge à cette époque-là, qui est la procédure inquisitoire et qui permet au juge, alors même qu'aucune accusation formelle n'a été formulée, de se saisir de l'enquête et d'enquêter sur les faits.
pour justement lancer le procès pénal. Donc, est-ce qu'on peut parler d'innovation justement par rapport à cette procédure inquisitoire qui devient de plus en plus courante? Alors, il y a bien entendu une forme d'innovation. Ces modes de saisine, ils ont coexisté jusqu'à très tard dans le Moyen-Âge. Il ne faut pas penser que d'un seul coup, la procédure accusatoire c'est complètement éclipsé ou que la procédure inquisitoire s'est éclipsée. Les procédures pouvaient mêler des temps accusatoires, des temps inquisitoires. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est assez technique. Mais ce qu'on peut tout de même dire, c'est que le fait que le pouvoir royal puisse désormais diligenter l'enquête, notamment simplement sur le fait qu'une rumeur, une fama est remontée à ses oreilles, c'est aussi une manière d'ouvrir encore davantage les litiges qui sont portés à la cour du roi de France. Bien, merci Marie Dejoux d'être venue au micro de Storia Voce. Mais merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et je vous remercie au nom des co-auteurs Pierre-Anne Forcadé, Vincent Martin et Lim Tuttle qui, je l'espère, auront trouvé que j'ai rendu justice à cet ouvrage. Et il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et n'hésitez pas bien sûr à parler de nous autour de vous.